Et si jamais tu te demandes, c'est fait par Binge Audio. Salut chers auditeurs, ici Naomi Titi. Est-ce que vous aussi, vous avez l'impression d'assister à un virage dans la façon dont les pères s'occupent de leurs enfants ces dernières années ? Par exemple, moi, je vois de plus en plus d'hommes assez jeunes promener leurs enfants seuls dans la rue, le plus souvent en tenant la poussette d'une seule main, vous savez. Bon, ça me fait toujours un peu marrer, c'est la version papa des performative males, ces hommes qui performent le féminisme dont tout le monde se moque sur les réseaux sociaux. Mais quand même, je dois dire que j'ai vite tendance à m'émerveiller quand je vois ces scènes de darons qui ont l'air aimants, dévoués, attentifs à leurs enfants. Alors que les mêmes scènes avec des daronnes, j'en vois vraiment tous les jours et en général, j'avoue que ça m'interpelle pas plus que ça. Eh bien, cet émerveillement pour ceux qu'on appelle les nouveaux pères, c'est la porte d'entrée d'un ouvrage très éclairant, écrit par Myriam Chateau et Marine Kenéen. Ça s'appelle « Être un père féministe, mission impossible ?» Il vient de paraître aux éditions textuelles et dedans, les deux sociologues rassemblent tout un tas de recherches et d'entretiens sur les dernières mutations de la paternité pour décortiquer la question suivante. Derrière les discours et les symboles attendrissants, est-ce que ces nouveaux pères marquent un vrai tournant dans l'organisation familiale ? Est-ce que les pratiques sont devenues plus égalitaires dans les couples hétéros ? Toutes ces questions, on se les était posées avec l'une des autrices du livre, Myriam Chateau, en septembre 2020. C'est Victoire Tuaillon, la créatrice des Couilles sur la table, qui s'est entretenue avec elle pour trouver des réponses et aborder plein d'autres sujets passionnants qui nous touchent toutes et tous, que vous soyez parents ou que vous ayez des enfants dans votre entourage. C'est cet épisode que je vous propose de redécouvrir aujourd'hui. Bonne écoute. Les Couilles sur la table, saison 4. Patriarcat. Patriarcat. Ce mot, je l'ai répété encore et encore ces dernières années pour désigner le système de domination masculine dans lequel nous vivons depuis si longtemps. Le patriarcat, épisode après épisode des Couilles sur la table, avec mes invités, on en examine ses mécanismes et ses effets. On se demande comment ça marche et pourquoi ça perdure. On raconte comment ça nous aliène tous et toutes, comment ça fabrique de la masculinité, de la féminité et un rapport hiérarchique entre les deux. Le patriarcat, ça veut dire littéralement le commandement du père. Alors il est temps de s'emparer de ce sujet d'un point de vue féministe. Chers auditeurs, dans les prochains épisodes, nous allons réfléchir à la paternité, au père, au papa. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être père ? Les pères et les mères devraient-ils avoir des rôles différents ? Qu'est-ce que notre société attend des hommes, au fond, lorsqu'ils deviennent parents ? Est-ce que si en France, on avait enfin un congé paternité obligatoire, rémunéré, tout changerait comme par magie ? Est-il vrai que les hommes ne rêvent que de s'impliquer dans leur paternité, mais qu'ils en sont empêchés par la justice ou les mères trop envahissantes qui accaparent les enfants ? En faisant mes recherches pour cette série d'épisodes, j'ai été étonnée du peu de travaux universitaires qui se concentrent uniquement sur les pères. Alors qu'en fait, la paternité, ça concerne à peu près tout le monde, dont les hommes évidemment, puisqu'en France, près de 70% des hommes adultes ont des enfants. Bien sûr, la paternité aujourd'hui paraît moins effrayante, moins absolutiste que par le passé. Une vingtaine de siècles nous séparent du droit romain où le pater familias avait le droit de vie et de mort sur ses enfants. 4 siècles de l'époque où, jusqu'à la Révolution française, les pères pouvaient déshériter leurs enfants, les envoyer de force en prison ou au couvent. Mais cela fait à peine 50 ans que dans la loi française, l'autorité parentale a remplacé la puissance paternelle. Et puis les statistiques montrent qu'aujourd'hui encore, sur l'ensemble du temps passé par les adultes à garder, soigner, nourrir, habiller, occuper, éduquer leurs enfants, seule une petite partie, 35%, est prise en charge par les hommes. Donc l'une des questions à laquelle j'ai besoin de répondre, c'est « Mais enfin, pourquoi les hommes s'occupent-ils si peu de leurs enfants ?» Mon invitée, Myriam Chateau, est docteur en sociologie. Elle va nous raconter ce qu'elle a découvert en faisant sa thèse sur le cas particulier des pères au foyer. Mais d'abord, nous allons faire le point sur les chiffres et la réalité matérielle de la paternité aujourd'hui, celle que connaissent 80% des enfants, c'est-à-dire celle qui s'exerce dans le cadre d'un couple hétérosexuel, papa, maman, ensemble. Qui sont ces pères ? Que font-ils ? Que signifie très concrètement et matériellement de devenir parent quand on est un homme ? Pour commencer, je lui demande de réagir à cette idée très largement partagée, selon laquelle les pères d'aujourd'hui seraient beaucoup plus impliqués, plus aimants, plus tendres que les pères des générations précédentes. C'est ce qu'on appelle les nouveaux pères.
Mais est-ce qu'ils existent vraiment ? Alors, ce qui est intéressant avec l'expression nouveau père, c'est qu'elle a 40 ans. Et donc, je me dis quand même, nouveau pendant 40 ans, c'est quel genre de nouveauté aujourd'hui, quand on peut quand même se poser la question. Alors, effectivement, et c'est un truc que je rencontre aussi dans mon enquête, ou quand je parle avec des pères de jeunes enfants, effectivement, souvent, ils vont avoir à cœur de se présenter comme... Alors, ils vont pas forcément utiliser l'expression nouveau père en tant que tel, mais ils vont m'expliquer, moi, par rapport à mon père, soit je suis plus présent, je suis plus impliqué, ou peut-être je m'autorise plus à avoir des gestes affectueux avec mes enfants, ou alors, moi, je m'occupe un petit peu des tâches parentales quotidiennes, ça mon père le faisait pas ou le faisait presque pas et des choses comme ça. Donc il y a beaucoup de pères qui visiblement se pensent comme des nouveaux pères, même si encore une fois ils vont pas forcément employer l'expression, en tout cas ils vont dire ma façon d'être père c'est différent de la manière dont j'ai été élevée et donc dont était la culture de la paternité, on va dire, la génération précédente. Après, pour dire oui, il y a des nouveaux pères ou non, il n'y a pas de nouveaux pères, ça dépend de quoi ce qu'on regarde en fait comme indicateur pour dire oui, ils existent ou pas. Et donc, une des manières privilégiées, en tout cas dans la recherche pour mettre en évidence l'existence ou non de ces nouveaux pères, ça a été de regarder la répartition des tâches parentales ou du temps parental entre les parents dans des couples hétérosexuels. Et ce qu'on observe, c'est que finalement, sur le temps long des 25 dernières années, il n'y a pas forcément eu de transformation, d'évolution ou en tout cas de révolution dans la paternité. C'est-à-dire que les mères continuent à faire plus de tâches parentales. C'est pas une nouveauté de le dire. Elles vont être plus amenées à s'occuper seules des enfants en bas âge que ne le sont les pères. Enfin, les pères, souvent, ils vont avoir un temps de parentalité qui va être en présence de la mère, alors que les mères vont avoir des temps où elles sont seules avec l'enfant. En fait, on a l'impression que ça a changé dans les représentations, oui. Mais qu'en pratique, dans qui s'occupe vraiment de l'enfant, le temps, il n'a pas changé. C'est toujours les pères qui s'occupent moins des enfants que les mères. Ou en tout cas, il y a augmentation du temps que les pères passent avec les enfants, mais cette augmentation est bien moindre que l'augmentation du temps des mères avec les enfants, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu un peu un déplacement, c'est-à-dire les pères passent plus de temps, oui, mais toujours beaucoup moins que les mères, parce que les mères ont aussi ont commencé à passer de plus en plus de temps avec les enfants. Effectivement, quelque chose qui revient souvent dans les enquêtes de sociaux sur la paternité en tant que telle, c'est de dire, comme venez de le rappeler, qu'il y a un écart entre les représentations qui ont beaucoup changé, et encore une fois, les pères se pensent, et d'une façon générale, dans la société, on pense les pères comme plus impliqués, comme plus présents aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 10, 20, 40 ans. Et en même temps, si on regarde les stats, on voit qu'il n'y a pas tellement d'évolution, ou s'il y en a, elle concerne seulement une petite partie de la population, les pères d'enfants très jeunes, etc., etc. Donc finalement, que la révolution annoncée n'a pas eu lieu, en tout cas en termes de pratique. Et donc il y a deux sociologues qui ont travaillé sur la question qui disaient, à un moment, s'ils sont plus impliqués que ça, comment font-ils pour en faire plus, sans y passer plus de temps, quoi. Comment ils peuvent être plus impliqués en y passant pas plus de temps. C'est ça. Il y a autre chose aussi que vous relevez, c'est que donc cette idée que les pères seraient plus affectueux, ils s'impliqueraient plus et tout, on a l'impression que c'est complètement nouveau, comme si jusqu'à il y a 40 ans, pendant des siècles et des siècles, les pères avaient toujours été distants. Mais est-ce que c'est vrai ça ? Est-ce que ça se vérifie à travers l'histoire ? Est-ce que les pères ont toujours été juste cette figure d'autorité distante ? Ça peut paraître surprenant, mais effectivement, dans l'histoire culturelle, je pense qu'il y a rarement de transformation radicale et de nouveauté absolue qui se produit à un moment T. Et en l'occurrence, donc pour les pères qui sont affectueux, qui sont présents, etc., c'est vrai que, comme vous venez de le dire, on a souvent cette image vraiment d'une dichotomie entre un avant où les pères étaient froids, distants, inintéressés, ou en tout cas seulement la figure d'autorité aussi, la loi du père, le pater familias, et aujourd'hui où il serait évidemment complètement différent. Bon, en pratique, déjà, cette dichotomie, elle marche pas si bien sur les pères contemporains, mais elle marche pas non plus sur les pères des générations précédentes. Donc il n'y a pas forcément beaucoup d'enquêtes longitudinales sur la paternité à travers les siècles, mais on a l'exemple, par exemple, des pères de la Renaissance qui eux-mêmes se pensaient comme des nouveaux pères, en fait, dans le sens où... Au XVIe siècle, il y avait déjà des nouveaux pères. C'est ça. Et ils se pensaient je sais pas s'ils utilisaient l'expression nouveau père, mais en tout cas, ils se pensaient effectivement comme des pères différents des générations précédentes, parce qu'ils étaient plus pédagogues, en tout cas, ils essayaient d'être plus pédagogues, d'avoir plus ce rôle de tuteur au quotidien de l'enfant et pas seulement, encore une fois, la figure un peu lointaine. Il y a des travaux historiques qui ont aussi montré qu'en fait, au Moyen-Âge, il y avait aussi des pères affectueux, tendres. On voit des enluminures, on voit des pères qui nourrissent les enfants, qui les prennent dans leurs bras, et qu'en fait, ça dépendait des milieux sociaux et des époques, mais il y a eu aussi plein d'époques où les enfants passaient beaucoup plus de temps avec leurs parents qu'aujourd'hui, et où les pères étaient effectivement beaucoup plus présents, en fait, dans tous les soins à l'enfant et dans toutes les tâches de parentage, comment on appelle ça, Alors souvent, pour les nourrissons, on parle de maternage, ce qui me pose un peu problème, donc je préfère parentage, pour désigner, encore une fois, ces tâches de soins qui s'adressent aux jeunes enfants, en tout cas qui bénéficient aux très jeunes enfants. Et donc, en fait, il faut aussi penser la paternité le rôle des pères en relation avec les transformations économiques et sociales dans les sociétés. C'est pas la même chose
de s'occuper d'un enfant quand on est paysan et qu'on lui apprend que l'enfant est tout le temps avec soi, que quand on est ouvrier et qu'on travaille 14 heures à l'usine, quoi. Donc ça a joué aussi sur la façon dont les pères font leur métier de père, non ? Oui, c'est évident. Il me semble qu'on peut, justement, quand on parle de parentalité ou de paternité, on ne prend pas suffisamment en compte les conditions, disons, quotidiennes d'exercice de la parentalité. Et effectivement, le modèle de le travail professionnel, c'est quelque chose qui s'exerce à l'extérieur du domicile pendant une plage horaire de temps assez longue dans la journée, etc. C'est pas forcément le modèle dominant qui a traversé les siècles. Il y a plein de métiers qui, historiquement, s'exerçaient soit au domicile, soit à proximité du domicile. Et donc, les enfants passaient finalement, étaient plus susceptibles d'être dans les pattes de leurs parents pendant la journée et de leur père. Et de leur père aussi. Dès que les enfants grandissent un peu, il y a tous les enjeux plutôt de transmission d'un patrimoine et d'un métier. Et donc, forcément, si vous voulez former votre enfant, votre fils, au métier que vous exercez, vous êtes amené à passer pas mal de temps avec lui dans la journée et à vous en occuper dans la journée. Oui, donc en fait, le modèle qu'on connaît là, où le père travaille à l'extérieur et la mère est à l'intérieur, c'est un modèle aussi assez récent. Oui, qui tient beaucoup à l'industrialisation. Donc 19e siècle. En gros. Ok, et donc maintenant, si on prend une photo comme ça de la France, de comment ça se passe très concrètement, la vie des pères, d'un point de vue majoritaire, qu'est-ce qui est vu comme normal, qu'est-ce qu'ils font en fait concrètement, qu'est-ce qu'on peut dire ? Quel est le travail parental que font les pères en majorité ? C'est quoi l'activité en termes de temps et de tâches que fait un père typique aujourd'hui en France ? Alors, tout à fait. Tout à l'heure, on a parlé de la proportion de tâches, le fait que les femmes en font proportionnellement plus en termes de tâches parentales. Mais si on regarde les types de tâches dans lesquelles les pères sont les plus impliqués d'une manière générale, on voit qu'ils ont tendance à s'impliquer plus dans les tâches qui sont considérées en général comme les plus gratifiantes, les plus valorisantes ou les plus proches des loisirs. Ça va être, par exemple, pour le coup, passer du temps de loisir avec ses enfants, par exemple. Donc, jouer avec les enfants. Jouer avec les enfants, tout à fait. Ok, les sortir, leur faire des câlins, tout ça. Et voilà, et au détriment, en tout cas dans une proportion beaucoup plus grande que d'autres tâches, comme par exemple les changer, que les tâches de soins plus quotidiennes et plus basiques, le bain, comme vous l'avez dit, éventuellement les changer, donner à manger. Les habiller. Les habiller. Les amener chez le pédiatre. Ah oui, c'est vrai, merci. La santé, effectivement, ça reste une prérogative assez féminine. Donc l'intérêt, le souci pour la santé des enfants, et avec les tâches qui vont avec, suivre le carnet de santé, emmener les enfants chez le pédiatre. Est-ce que les horaires, c'est les mêmes pour les pères et les mères ? Est-ce que les pères, par exemple, s'occupent au même moment des enfants que les mères ? Ou est-ce que ça aussi, c'est pas exactement bien partagé ? Alors effectivement, surprise au regard de ce qu'on vient de dire, mais les femmes vont avoir une occupation, tendanciellement, vont s'occuper des enfants beaucoup plus souvent, en tout cas à plusieurs moments de la journée. Par exemple, elles vont être susceptibles de s'en occuper le matin avant de partir au travail pour celles qui ont des horaires typiques et éventuellement de déposer l'enfant à un mode d'accueil ou à l'école. Elles vont aussi s'en occuper éventuellement à la sortie de l'école ou de ce mode d'accueil, etc. Tandis que les hommes vont être beaucoup plus susceptibles d'avoir d'avoir ce temps parental le soir, au retour du travail, mais plus tard, et le week-end, c'est-à-dire finalement au moment, entre guillemets, de loisir, ou en tout cas de repos par rapport à l'activité professionnelle à des horaires typiques. Et est-ce que ça change le rôle du père selon l'âge de l'enfant ? Ce qu'il fait, en fait, concrètement. Alors, évidemment, la parentalité change avec l'âge de l'enfant. Bon, oui, au-delà de ça. Oui, bien sûr. Évidemment, au-delà de ça. En tout cas, dans la manière dont d'après les pères que j'ai rencontrés, la manière dont ils conçoivent leur rôle, oui, clairement, ils vont avoir tendance à considérer que leur rôle est d'autant plus important que l'enfant est plus âgé. C'est comme s'ils n'arrivaient pas à concevoir un rôle de père quand l'enfant est encore en bas âge, quand on ne peut pas échanger avec lui, en tout cas sur un mode oralisant. Et par contre, plus l'enfant grandissait, plus ils considéraient leur rôle comme important. Donc par exemple, là, c'était vraiment une minorité, mais certains pères qui se décrivaient eux-mêmes comme assez traditionnels, plutôt dans un modèle classique, etc. Même s'ils disaient qu'ils étaient quand même pas traditionnels comme leur père à eux, toujours la même chose, qui me disaient par exemple, pour moi, mon rôle, il va vraiment prendre tout son sens à l'adolescence, avec la question de la sexualité, etc. Il y avait un autre père qui me disait, je me doute que ma conjointe, elle va être attentive à ça, mais pour une fille de 5 mois, mais par contre, pour moi, mon rôle de père, il va vraiment prendre tout son sens. Quand elle va aller à l'école, je vais vraiment surveiller ses devoirs, surveiller qu'elle travaille bien à l'école, et on met déjà de côté pour pouvoir lui payer des études, les études qu'elle voudra plus tard. Donc il s'occupe moins des nourrissons.
C'est ça. J'ai l'impression en tout cas que les pères ont plus de mal à se dire mon rôle se commence dès la naissance, ou même voire avant la naissance, pendant la grossesse. Par contre, la spécificité pour eux du rôle de père par rapport à leur conjointe, ça va être attentif à la construction d'une relation avec l'enfant à partir du moment où celui-ci sera suffisamment autonome et indépendant pour parler, se déplacer, etc. Et d'autant plus que l'enfant grandit, qu'il y a d'autres enjeux qui arrivent, notamment la question de l'école, du futur métier éventuel, d'en faire des futurs adultes capables de fonctionner en société, quoi. Est-ce qu'avoir des enfants, ça change quelque chose à la vie professionnelle des hommes ? Est-ce qu'ils perdent de l'argent ? Est-ce que ça change quelque chose à la façon dont ils exercent leur métier, à leurs horaires ? A priori, pas tellement. Alors, ça dépend, encore une fois, des indicateurs, etc. Mais d'une manière générale, donc non, ça change pas trop. Si ça change éventuellement, c'est éventuellement dans le sens d'une augmentation des horaires professionnels, avec le rôle de pourvoyeur qui finalement prend plus de sens avec l'arrivée d'un nouvel enfant, par exemple. Après, évidemment, certains pères disent, en tout cas en entretien, vouloir aménager ou avoir aménagé leurs horaires, mais c'est pas la situation majoritaire. C'est plutôt soit business as usual, soit augmentation de l'implication professionnelle. Et aussi, ceux qui avaient déjà des hauts salaires, ça peut même augmenter. Être père, c'est quelque chose qui est valorisé dans une entreprise ? Alors, ça peut l'être, en tout cas. C'était par exemple l'hypothèse d'une enquête, alors qui est maintenant un peu ancienne, toute chose égale par ailleurs, donc de Catherine Marie. Elle avait intitulé l'article « C'est père qui gagne » et elle expliquait, c'est marrant, quand on regarde les trajectoires professionnelles d'ingénieurs hommes et d'ingénieurs femmes, sans surprise, pour les ingénieurs femmes, plus elles ont d'enfants, moins professionnellement c'est terrible. Par contre, pour les hommes... C'est-à-dire qu'elles gagnent moins d'argent par rapport à leurs collègues hommes, elles vont avoir des salaires moindres, etc. Moins de responsabilités, moins monter dans la hiérarchie et tout, donc le plafond de verre, là, le plafond de verre. Tout à fait. Et par contre, les pères, eux... Alors, les pères, eux, plus ils ont d'enfants, plus ils étaient situés haut dans la hiérarchie, avec aussi toutes les responsabilités, la rémunération qui va avec. Et donc, ça poussait Catherine Marie et sa collègue à dire que finalement, il y avait peut-être un bonus. En tout cas, la paternité, peut-être, pouvait servir les hommes en entreprise, parce que ce serait attaché à une représentation de ces hommes, ils seraient sérieux, quoi. C'est des bons pères de famille. Ils sont responsables. Ils sont responsables, tout à fait. Et donc, du coup, on peut leur faire confiance, quoi. Un homme qui a 6 enfants, quand même, ça force le respect. Mais une femme qui a 6 enfants, par contre... Oh, la pauvre. Oui, c'est ça. Et en fait, on se dit pas qu'elle est plus responsable et qu'elle sait mieux gérer son temps. Non, elle n'a pas le temps. Non, elle en a plus de temps, puisqu'elle a déjà 6 enfants. À un moment, il y a des priorités dans la vie. Je me demande aussi comment les institutions... les personnes qui sont en contact avec les parents réagissent selon le sexe du parent. Est-ce que les institutions s'adressent différemment aux pères et aux mères ? Je pense aux professionnels de la petite enfance, aux nounous, aux instituteurs, aux directeurs d'école, au personnel médical, etc. Pour qu'ils s'adressent différemment, il faudrait qu'ils s'adressent aux deux. Or, ce que semblent dire les différentes enquêtes qui ont pu être menées, donc sur les maternités, sur les relations entre personnel de crèche et parents, etc., c'est que les institutions, ces institutions-là vont avoir tendance à s'adresser d'abord à la mère, par réflexe. Et dans certains cas, limite la présence d'un père sans la mère va presque être suspecte, en fait. Enfin, si le père accompagne l'enfant, par exemple, et que l'institution n'a jamais vu la mère, il y a, elle est où la mère ? Est-ce qu'elle est défaillante ? Est-ce qu'elle est malade ? Est-ce qu'il y a un problème, quoi ? Alors que un père qui ne se présente jamais, c'est pas un problème, quoi. C'est normal que ce soit la mère qui amène, s'occupe de l'enfant, etc. Donc voilà, ce qui va ressortir plutôt que d'un ton différent, même si on regardait le détail, il y aurait peut-être effectivement les institutions qui vont s'adresser plus à la mère pour la santé et au père pour les questions financières, j'en sais rien. Évidemment, c'est une caricature. Donc on peut faire cette hypothèse, mais a priori, finalement, le problème, il est encore en amont, à savoir, assez spontanément, les institutions vont considérer que c'est la mère qui est compétente, la mère qui est disponible, et donc ils vont s'adresser à elle en priorité. Alors j'ai des petites anecdotes de terrain, on va en reparler après, mais j'ai travaillé donc sur des pères qui étaient à la maison, à plein temps pour s'occuper de leurs enfants, et... il y en a un qui me raconte, sur la fiche de contact pour l'école, évidemment, on a mis mon numéro en premier, on a mis mon nom en premier, parce que évidemment, il est plus disponible pour s'occuper de son enfant si jamais il est malade ou autre. Et malgré tout, l'école régulièrement, les fois où ça s'est produit, visiblement, appelait d'abord le numéro de sa conjointe, qui pourtant est en second, etc., parce que évidemment, elle est naturellement plus compétente. Ouais, ça, j'ai entendu plein de fois cette histoire-là, quoi, de pères qui disent, mais l'école ne m'appelle jamais, en fait. Ils appellent ma conjointe alors qu'on a indiqué que c'était moi qu'il fallait appeler en premier. Mais ça, c'est quoi ? C'est un problème de culture, c'est un problème de préjugés de la part des professionnels de la petite enfance, ou alors c'est qu'ils se disent ils doivent être efficaces aussi, c'est-à-dire ils se disent des deux parents lequel j'appelle, celui qui a le plus de chances de répondre, la mère.
Oui, tout à fait. Si on répond à la question en termes de préjugés, ça laisse entendre, c'est seulement dans leur tête. Et j'imagine que s'ils fonctionnent comme ça, c'est qu'effectivement, dans l'immense majorité des cas, en fait, c'est plus efficace, effectivement, d'appeler la mère et qu'ils sont plus susceptibles d'avoir les informations ou la disponibilité, etc., dont ces professionnels ont besoin en contactant la mère, oui. Ouais, c'est ça. Je ne voudrais pas qu'on donne l'image d'un monde de la petite enfance plein de préjugés et tout, même s'ils existent certainement, mais il y a aussi une question de... Les pratiques s'adaptent à ce qui existe, en fait, déjà. Oui, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qui est valable pour plein d'autres objets, mais c'est que tout fait système. Et donc, les professionnels de la petite enfance sont plus susceptibles de s'adresser aux femmes, qui, du fait de cet élément, mais aussi d'un certain nombre d'autres éléments, évidemment, sont plus susceptibles de se sentir compétentes et d'être compétentes pour s'occuper des enfants. Et donc, du coup, elles vont être susceptibles de prendre le pas, donc, pour garder cet exemple, dans les relations avec la crèche, l'école, que sais-je. Et donc, du coup, ça signifie pour les professionnels qu'ils ont ils vont avoir plus affaire à des femmes, des mères compétentes qu'à des pères compétents, et donc du coup sont plus susceptibles de s'adresser à elles, etc. Au regard de tout ce qu'on a dit là, je me pose des questions sur les liens entre la masculinité et la paternité. Vous écrivez un moment dans votre thèse qu'en fait, ça bénéficie aux hommes, la paternité, cette image de nouveaux pères, du fait qu'ils ont des meilleures relations avec leurs enfants, ou plus proches, etc. C'est-à-dire qu'ils bénéficient de la paternité en n'ayant aucun des inconvénients qui serait de s'impliquer vraiment plus et de travailler vraiment plus. Est-ce que vous pouvez développer cette idée-là ? Oui, tout à fait. C'est une forme d'interprétation qui s'inscrit dans les études de genre, dont vous avez déjà parlé plein de fois dans votre émission. Une façon de voir les choses, c'est de se dire, finalement, dans la mesure où les pères, l'image dominante, c'est quand même l'image dans les représentations, bien sûr, l'image du père absent, finalement, il en faut pas beaucoup à un père pour pouvoir avoir un badge de père impliqué, quoi. Et c'est ce que me disent les pères en congé parental que je rencontre. Même pour ceux qui prennent des congés assez courts, il y avait des discours du style « Oh là là, mais voilà, un homme qui prend un congé parental, waouh, oh là là !» Alors que, me disent-ils, ils sont parfois un peu gênés parce que ils ont plein de collègues femmes qui ont pris des congés parentaux et personne ne les a jamais applaudis en réunion de service, quoi. Donc il en faut pas beaucoup pour avoir ce badge. De même, le même constat s'applique aux tâches ménagères. Il en faut pas beaucoup pour être considéré comme un homme impliqué dans la gestion du domestique. Quoi, ça veut dire que le niveau d'attente est tellement bas qu'il suffit d'en faire un tout petit peu, de s'occuper un tout petit peu de son enfant pour être considéré comme un super papa, quoi. Oui, dans le milieu professionnel, en tout cas dans certains milieux professionnels, évidemment, c'est pas valable partout, etc. Mais pour les pairs que j'ai rencontrés, en tout cas ceux qui étaient plutôt dans l'administration, des cadres de la fonction publique ou des cadres éventuellement de la fonction privée, mais il me semble que c'est encore plus vrai dans la fonction publique. Il y avait effectivement cette valorisation dans leur milieu professionnel de tu t'impliques, c'est formidable. Et donc voilà, alors je suis pas sûre que ça a forcément un impact en termes de progression de la carrière en tant que telle. Mais par contre, en tout cas en termes d'image, en termes de relations avec les collègues, etc., c'était plutôt valorisant et valorisé. Donc en tout cas, ils avaient des bénéfices symboliques de leur implication parentale, aussi modeste soit-elle, évidemment suivant les situations. Donc être père, c'est un bonus dans la masculinité, en fait. En tout cas, ça peut l'être. Mais oui, il me semble que la paternité va être beaucoup plus... elle va être mise au versant de la masculinité. C'est encore mieux d'être un homme et d'être père, mais c'est pas une composante intrinsèque. Ce qui va vraiment être le cœur de la masculinité, c'est plutôt l'activité professionnelle, pour le dire très très vite, encore une fois. Alors que pour la féminité, une féminité sans maternité, ça paraît toujours suspect, bizarre, ou il manque quelque chose, quoi. Oui, ça c'est l'hypothèse en tout cas c'est la thèse plutôt de Pascale Molinier dans L'énigme de la femme active, c'est un ouvrage, où elle dit finalement le cœur de la féminité c'est la maternité, et donc éventuellement le travail professionnel, si elle en a un, c'est un bonus, c'est en plus, c'est bien, mais ça va pas être mis au versant de sa féminité, elle va pas être d'autant plus femme qu'elle a un travail professionnel, alors que un père, inversement, avoir un travail, pour un homme, avoir un travail rémunéré, c'est vraiment au cœur de sa masculinité, en tout cas c'est un des éléments au cœur de sa masculinité, et la paternité, ça va être un bonus, ça va être un truc en plus, mais ça va pas être mis au versant, en tout cas, c'est pas ce qui va faire son cœur. Si vous êtes un père à plein temps, c'est bien, mais c'est un peu suspect. Si vous êtes un homme travaillant à plein temps et qu'il n'y a pas d'enfant, c'est bien, vous avez quand même réussi dans la vie. Ouais, c'est ça. En fait, ne pas avoir d'enfant quand on est un homme, ça passe. Ne pas avoir d'enfant quand on est une femme, on trouve ça bizarre. Ne pas avoir de métier quand on est une femme, ça a l'air correct ou c'est pas grave. Et ne pas avoir de métier quand on est un homme, c'est-à-dire être juste père, entre guillemets, c'est vraiment considéré comme suspect. Oui, c'est bizarre. Bon, ce qui m'amène à parler du coup de votre thèse. Donc vous avez travaillé sur les pères qui choisissent de rester au foyer. Et en fait, ça concerne très 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 peu de pères.
C'est quoi, 2%, 3%? Depuis récemment, il y a une catégorie dans le recensement, hommes ou femmes au foyer, mais c'est difficile de savoir ce que les gens mettent derrière. Et voilà, ça dépend de ce qu'on veut étudier. Moi, ce que j'ai voulu étudier, c'était des hommes qui, non seulement n'avaient pas d'activité rémunérée salariée pendant une certaine période de temps et qui s'occupaient de leurs enfants, mais ça, c'est pas mesurable d'un point de vue stats, parce qu'il y a trop de critères, quoi. Après, si on regarde les pères en congé parental, qui est une autre catégorie que j'ai étudiée également, et là, on peut avoir des chiffres, parce que c'est une catégorie administrative, on peut l'identifier. Sur l'ensemble des naissances, il y a 2% des hommes qui prennent un congé parental à plein temps d'au moins 1 mois, contre 30 à 40% des femmes, 40% je crois. Donc, il y a très peu de pères, comparés aux mères, qui prennent un congé parental pour s'occuper de leurs enfants en bas âge. Oui, un congé parental et encore plus à plein temps. Parce que bon, je pense qu'on ne va pas développer, mais dans le congé parental, ça peut être soit à temps partiel, donc 50%, ou à temps plein. Et donc, parmi les pères qui font le choix de prendre un congé parental, la majorité d'entre eux le prennent plutôt à temps partiel. Donc, travaillent et gardent 1 jour, 2 jours pour s'occuper de leurs enfants. Et vous avez regardé, une des questions que vous posiez dans votre thèse, c'était comment ils se débrouillent, comment ils apprennent à être la personne responsable de l'enfant, à soigner l'enfant, à en prendre soin, en fait. Comment ça s'apprend, ces choses-là, très concrètement? Et à quelle conclusion vous en êtes arrivés? Que ça s'apprend complètement. Je suis partie d'un ouvrage de Bonnie Fox qui s'appelle When Couples Became Parents. Et elle dit, finalement, il y a vraiment un truc qui joue dans le congé maternité. C'est-à-dire que, en général, quand l'enfant arrive, ni la mère ni le père ne sont compétents pour s'en occuper. Enfin, il peut évidemment y avoir certains parents qui s'étaient déjà occupés d'enfants en bas âge avant de devenir parents pour la première fois. Mais d'une façon générale, a priori, il n'y a pas de raison de penser qu'il y en a un qui est plus compétent que l'autre. Et le congé maternité, le fait que les femmes passent 3 mois, 4 mois seules en l'absence de leur conjoint ou d'autres adultes d'ailleurs avec leur enfant à s'en occuper, elles sont amenées à développer des compétences et des savoirs qui leur permettent de s'en occuper, si bien que plus le temps progresse, plus elles deviennent compétentes, mais leur conjoint n'ayant pas ce temps équivalent avec l'enfant, eux restent au même stade ou en tout cas ne progressent pas aussi vite. Plus le temps avance, donc plus le différentiel des compétences est important et plus ça devient difficile pour les pères qui voudraient s'impliquer de rattraper le train en route aussi, parce que le différentiel est déjà trop important. Et donc voilà, moi ce qui m'intéressait, c'était qu'est-ce qui se passe quand c'est un père qui est dans cette situation d'être seul toute la journée avec leur enfant, enfin seul en tout cas, encore une fois en l'absence de leur conjointe. Et ce que j'ai pu observer, c'est que, grosse surprise, mais ils apprennent comme les mères, ils apprennent que ce soit des tactiques pour obtenir la coopération de l'enfant, évidemment en fonction de son âge. Ils apprennent surtout, vraiment un des premiers apprentissages, mais qui est hyper important quand on s'occupe d'un enfant en bas âge, c'est le rythme circadien de l'enfant. C'est-à-dire quand est-ce qu'il est fatigué, quand est-ce qu'il a faim, quand est-ce qu'il va dormir, quand est-ce qu'il est super actif. Et parce que quand vous êtes un parent à la maison, évidemment, ça structure toute votre journée, en fait, les moments où l'enfant dort ou les moments où il est réveillé. Et donc, ça va aussi déterminer comment vous pouvez organiser votre journée. Donc voilà, ils vont développer ces savoirs temporels spécifiques à l'enfant. Voilà, quand est-ce que je dois faire quoi avec lui? Et puis aussi des savoirs plus pratiques. Alors, d'une façon générale, tous me disaient connaître les gestes techniques. En tout cas, ils savaient tous changer une couche, ils savaient tous préparer un biberon. En général, ils me disaient, le bain, ils avaient appris à le faire à la maternité, dans l'immense majorité des cas. Donc, ils avaient, disons, une certaine connaissance théorique, mais ils n'avaient pas la pratique de on le fait tous les jours, on le fait plusieurs fois par jour, etc. Et ils ont appris. Et ils ont aussi appris d'autres compétences qui sont généralement considérées plutôt du ressort féminin, comme à être multitâche. Quand on a un enfant en bas âge, qu'il est réveillé, qu'on doit préparer le repas, à un moment, il faut faire des choix, il faut apprendre à le surveiller d'un œil en préparant quelque chose, etc. Ou à le porter, ou à faire les trucs en même temps, et ça s'apprend en fait. C'est ça, ou à s'organiser pour éventuellement rassembler un certain nombre d'activités plus prenantes au moment de la sieste, pendant que l'enfant dort, etc. Donc oui, ils vont développer tout plein de savoirs, donc qui sont liés directement à l'enfant, encore une fois. Ils vont aussi développer des affects liés à l'enfant. C'est aussi, je pense qu'on va en reparler, mais c'est quelque chose qui était très intéressant. C'est le fait qu'ils me disent, dans l'immense majorité des cas, que vraiment le fait de passer ce temps seul avec leurs enfants toute la journée, etc., ils se sentent beaucoup plus proches d'eux, ils ont l'impression d'avoir développé des liens avec eux qu'ils estiment qu'ils n'auraient pas pu développer s'ils avaient gardé leur activité professionnelle, quoi. Vous dites aussi qu'ils apprennent à être patients? Oui, tout à fait. Oui, effectivement, parmi les savoirs qu'ils vont avoir, c'est aussi des savoirs plus émotionnels. C'est-à-dire que quand on a un enfant en bas âge avec soi, qui, en plus, souvent on est très fatigué parce qu'on dort avec l'enfant et l'enfant ne dort pas sur des rythmes d'adultes. Donc on est fatigué. En plus, on fait ça toute la journée, donc ça peut être assez épuisant. Et en plus, rajouter à ça le fait que l'enfant ne voit pas forcément
on n'a pas forcément envie de coopérer spontanément, et j'ai entendu dire. Donc du coup, on va pas au même rythme éventuellement. Alors oui, s'il est suffisamment âgé, il va lasser ses chaussures, mais ça va lui prendre 10 minutes pour lasser une chaussure. Et donc pendant ce temps-là, vous, l'adulte, vous êtes là et vous attendez qu'il finisse de lasser ses chaussures. Et il faut pas s'énerver, il faut pas le faire à sa place, il faut pas le secouer. Et voilà, il y a certains moments de tension où voilà, vous pouvez en avoir marre. Et donc, ce que ces pères me disent avoir appris, c'est effectivement, voilà, justement, la patience, c'est-à-dire réfréner un peu ces affects de je suis énervé, j'ai envie de crier sur mon enfant, etc. Et se mettre au rythme de l'enfant pour exercer le rôle de parent comme eux, ils concevaient leur rôle de parent pendant cette période-là. Il y a cette idée qu'il y a un instinct maternel, mais pourquoi il n'y aurait pas d'instinct paternel ? Et en fin de compte, est-ce que l'instinct maternel, c'est pas juste le fait d'avoir été en situation de s'occuper de l'enfant beaucoup plus souvent et beaucoup plus longtemps? Oui, complètement. Au regard de mon enquête, encore une fois, sur des pères qui s'occupent d'enfants en bas âge. Voilà, il y a aussi, et même des pères, encore une fois, des pères en congé parental me le disent, il y a la question de l'instinct maternel, et puis il y a la question aussi du lien naturel mère-enfant physiologique par la grossesse et ou l'allaitement, etc. L'impression que j'ai au regard, encore une fois, de ce que me disent les pères en congé parental, c'est que finalement cet instinct, c'est plus un instinct parental, effectivement, de quand on s'occupe d'un enfant à plein temps, qu'on en est responsable, et c'est hyper important pour moi cette idée de responsabilité. Ça joue vraiment beaucoup, me semble-t-il. Oui, vous allez développer des connaissances, des réflexes qui ne sont pas forcément conscientisées et qui vont peut-être être qualifiées d'instinct. Mais... Oui, donc c'est des capacités d'attention, c'est le fait d'y penser, c'est le fait de sentir telle ou telle chose. Et en fait, tout ça, on l'appelle l'instinct maternel, mais peut-être que ça n'a rien à voir avec l'instinct. C'est juste l'habitude ou l'attention ou la préoccupation ou la responsabilité. Oui, complètement. Elisabeth Bernater avait déjà essayé de faire le sort à l'expression instinct maternel, et au regard de cette enquête, de mon enquête à moi, oui, complètement. C'est pas quelque chose qui tomberait sur les femmes comme une connaissance innée qui s'exprimerait naturellement. C'est complètement une question d'habitude et d'attention, les deux étant liés. Il y a une idée reçue qu'on entend souvent aussi, je sais pas bien quoi en faire. Il y a un espèce de débat qui revient tout le temps où en fait on dit oui mais les pères aimeraient bien s'impliquer plus mais les mères ne leur laissent pas l'accès. Enfin, il y a un peu cette idée que les mères empêcheraient les pères d'être pères. Comment on se débrouille avec ça comme sociologue féministe avec cette idée ? En plus, j'ai l'impression que c'est un peu vrai. En fait, j'ai vu aussi des couples autour de moi où comme la mère s'érige en personne compétente et qui sait pour l'enfant, par exemple, qui va dire « Ah, tu l'emmènes au parc, mais pourquoi tu lui mets pas un pull ? Est-ce que t'as pensé à prendre de l'eau ? Est-ce que t'as fait telle ou telle chose ? » et tout ça. Ou alors non, il a besoin de ça, il veut ça, cet enfant et tout. Donc j'ai l'impression que ça existe un peu, mais en même temps... j'ai l'impression que c'est pas aussi simple que ça, quoi. C'est pas aussi simple que les mères s'accaparent l'enfant, non ? Oui, complètement. Alors c'est un peu à marronnier quand on parle de la paternité. Il me semble, mais dans les discours politiques ou médiatiques, l'idée que les pères ne demanderaient qu'à en faire plus, ne demanderaient qu'à avoir un congé paternité, par exemple, ou ne demanderaient qu'à s'occuper plus des enfants le soir. Mais pas de bol, ils en sont empêchés par les structures, les cultures professionnelles, par les structures étatiques / les cultures d'entreprise, etc., ou on serait empêchés, là dans l'exemple que vous donniez, par les mères. Alors, oui et non, mais ça dépend aussi quelle place on donne aux affects finalement, aux ressentis. Alors, à l'échelle individuelle, effectivement, comme comme j'en parlais un petit peu tout à l'heure avec Bonnie Fox, oui, effectivement, assez rapidement, du fait qu'il y a un congé maternité de 3-4 mois après la naissance, et qui n'est pas l'équivalent pour les pères, les mères deviennent de facto, en tout cas dans l'immense majorité des cas, plus compétentes en matière de l'enfant. Encore une fois, aussi parce que s'occuper d'un enfant en bas âge, bon, évidemment, comme on l'a dit, il y a des gestes techniques à connaître, voilà, donner un bain, il y a des choses auxquelles on doit faire attention, changer une couche, la première fois, oui, ça s'invente pas. Et en même temps, finalement, ce qui est vraiment le cœur du parentage, ça va être plutôt des savoirs temporels, à mon sens. Encore une fois, à savoir à quel moment il faut faire telle chose, à quelle périodicité il faut faire telle chose, etc. Et ça, c'est des choses qui sont assez difficiles à partager, ou en tout cas, surtout si un des parents est beaucoup plus disponible pour s'en occuper. Et donc, ça risque de reproduire le problème très bien connu de la charge mentale, où les femmes vont avoir en tête cette charge mentale vis-à-vis de l'enfant, elles vont avoir en tête les rythmes de l'enfant, et puis à quoi il faut penser pour sortir, et puis je sais pas quoi d'autre. En tout cas, tout le côté orchestration, tout le côté organisation autour de la vie de l'enfant.
Ça peut être difficile de le transférer parce que, encore une fois, parce que peut-être que le père, il va pas avoir le réflexe de se renseigner là-dessus ou d'être volontaire aussi sur le côté orchestration. Donc, il va peut-être, certes, être impliqué dans la vie de l'enfant, mais seulement en tant qu'exécutant, genre soit faire les tâches quotidiennes qui reviennent régulièrement, mais il va se dire, bon, ça fait 3 heures qu'on l'a pas changé, peut-être qu'il serait temps d'y jeter un coup d'œil. Ou peut-être qu'il va agir seulement sous l'action de sa conjointe qui va lui dire, tiens, peut-être qu'il serait temps de commencer à penser à préparer le biberon, s'il te plaît, chérie. Du coup, parenthèse, mais je voudrais parler d'un ouvrage que j'ai trouvé très intéressant concernant la parentalité qui s'appelle Parenting Culture Studies, qui est un ouvrage collectif. Les études sur les cultures parentales. Oui. Sur qu'est-ce que ça veut dire être un parent, et ça a changé. Ça change tout le temps, en fait. C'est une culture. C'est une culture, tout à fait. Et c'est une multiplicité de cultures qui évolue avec le temps. Et donc, l'un des propos des autrices de cet ouvrage, c'est de dire, voilà, ce que nous, on considère, le parentage, la parentalité plutôt, puisqu'elle s'intéresse aussi au côté éducation. Voilà, l'activité parentalité, parenting en anglais, finalement, c'est quelque chose d'assez récent et c'est quelque chose qui n'a pas existé de tout temps. L'idée que, pour être un bon parent, il faut écouter des experts. Voilà, être parent, ça ne s'invente pas ou ça ne se transmet pas seulement de mère en fille, par exemple, ou dans la sphère familiale, amicale, etc. Donc voilà, il y a des experts qu'il faut écouter parce que eux ils savent, donc que ce soit des pédiatres, mais peut-être aussi des experts, des pédopsychiatres, oui voilà, des psychologues, des éducateurs, par exemple, etc. Okay. Plus récemment la parentalité bienveillante, etc. Et donc que vous ne pouvez pas être un parent inconscient inconscient des savoirs de ces experts, parce que sinon vous risquez de provoquer des traumas absolument terribles à vos enfants si vous n'êtes pas suffisamment attentif, c'est-à-dire vous n'êtes pas suffisamment disponible. Si vous n'êtes pas aussi dans une attitude, une performance de bienveillance vis-à-vis de votre enfant, c'est-à-dire encore une fois réfréner les affects négatifs, être disponible, attentif et à l'écoute de l'enfant, etc. Si vous ne faites pas tout ça en permanence, vous risquez d'infliger des traumas à votre enfant et donc il s'en remettra évidemment jamais. Et bon, moi je suis pas pédopsychiatre, donc je ne sais pas, je vais pas me prononcer sur la supériorité de cette culture par rapport à d'autres manières de s'occuper des enfants et des enfants en bas âge. Mais par contre, ce que je remarque, c'est que c'est quand même une culture ultra culpabilisante, notamment pour les mères, puisque en général, quel parent est susceptible de se rendre disponible, c'est plutôt la mère, parce que finalement, on lui demande de donner plus que tout son temps, et en plus en lui disant qu'elle a toujours le risque de mal faire et qu'à la moindre négligence, finalement, ça va avoir des conséquences terribles. Donc, évidemment, ça incite, me semble-t-il, d'autant plus les mères à performer cette attitude de bienveillance et d'écoute au détriment peut-être de leurs propres besoins et au détriment, en tout cas, de tout ce qu'elles ont, de leur bien-être, dans la mesure où, déjà, être un parent bienveillant à 100%, je pense que c'est déjà un boulot énorme. Mais en plus, si vous avez d'autres choses à gérer dans votre vie, ça devient très très vite très compliqué et très épuisant sur le plan affectif, psychologique, on va dire. Mais donc aussi au détriment des hommes qui seraient empêchés de paternité. Est-ce qu'ils sont empêchés d'être pères ? Pas forcément, mais en tout cas... Est-ce que les femmes empêchent les hommes d'être pères ? Ça me semble un peu... Je vois pas comment on pourrait défendre cette idée. Mais je peux comprendre effectivement que ça puisse être vécu comme tel dans la mesure où il y a cette disponibilité demandée. Quand vous êtes une mère et que vous voyez votre conjoint s'occuper de l'enfant, forcément, en général, il a passé moins de temps avec l'enfant parce qu'il n'a pas eu, par exemple, un congé maternité. Donc, peut-être qu'il y a des choses qu'il sait pas, ou peut-être qu'il fait légèrement différemment. Et donc, je pense qu'en tant que mère qui a tous ces savoirs et cette crainte de mal faire, ça peut être difficile de se dire non, mon conjoint fait autrement, ou fait pas comme moi j'aurais fait, ou peut-être qu'il oublie des choses aussi. Et je pense que c'est très difficile de se dire non, mais on va laisser, c'est pas grave. Au pire, peut-être que la couche elle sera mal mise. La prochaine fois, il fera attention. Voilà. C'est comme pour les tâches ménagères, c'est difficile de sortir de la figure soit de la harpie, voilà, vous êtes sur son épaule et vous lui dites ah non, là t'as pas fait comme ça, ou de dire non, laisse, tu sais pas faire, moi je vais faire. Je pense que oui, c'est difficile parce que c'est un peu être une mauvaise mère en fait de pas laisser l'enfant au père, mais par contre de laisser le père faire différemment ou faire des erreurs, moins bien, ou faire des erreurs, etc. Je repense à toutes ces... Bon, il y a eu différents exemples, mais de mères qui expliquaient, là j'en ai encore vu un récemment, de mères qui disaient voilà, en fait, c'est à mon conjoint d'emmener mes enfants à l'école, demain c'est la rentrée, c'est lui qui doit s'en occuper, je ne vais pas mettre de réveil, je vais pas lui rappeler, je vais pas, et tant pis, peut-être que les filles n'iront pas à l'école, parce qu'il aura oublié. Et alors, elle a dû bloquer son compte sur Twitter parce qu'elle s'est pris une volée de bois vert de tout un tas d'inconnus qui lui expliquaient que c'était vraiment une mère horrible, qu'elle devait pas faire payer à ses enfants le fait qu'elle s'entendait pas avec le père ou que le père était irresponsable, que c'était quand même à elle de faire en sorte que ses enfants aillent bien, en fait. Et qu'elle pouvait pas laisser le père comme ça faire des erreurs. Il y a un autre exemple
représentatif de ça, c'est quand Titu Lecoq, qu'on a reçu dans l'émission, qui a écrit ce livre sur les tâches domestiques, qui expliquait que comme il y avait un des enfants qui était malade, qu'elle a expliqué plein de fois à son conjoint qu'il fallait l'emmener chez le médecin, elle s'est dit, ok, c'est pas moi qui vais le faire, c'est lui qui va le faire. Et l'enfant est tombé très malade. Mais qu'est-ce qu'elle s'est pas pris dans la tête, quoi, en fait, en disant que c'était pas possible, c'était complètement irresponsable de sa part et tout. Ça a été assez violent, en fait, contre elle. Donc, il y a beaucoup de pression, en fait, aussi, qui pèse sur les épaules des mères. Peut-être ça peut expliquer le fait qu'elles laissent pas les pères faire les choses ou qu'elles leur fassent pas confiance ou que... Mais l'argument, là, de les mères s'accaparent les enfants, elles laissent pas les pères faire et tout ça, c'est ça, c'est un peu vrai, mais il faut comprendre pourquoi, en fait. Oui, tout à fait. Moi, j'ai beaucoup parlé donc de la culpabilité intériorisée, mais il y a évidemment toute la pression extérieure. C'est déjà difficile pour une femme de décider de se désinvestir de certains aspects du travail domestique, au risque de passer pour une personne sale, une personne pas ordonnée, etc. Enfin, une femme pas ordonnée, c'est très grave, évidemment. Beaucoup plus qu'un homme pas ordonné. Mais encore plus dans le cas de la parentalité, où, comme vous venez de le rappeler, il y a quand même d'autres personnes qui dépendent de ça. Enfin, les enfants, évidemment, leur bien-être dépend aussi de l'attention que leur prodiguent leurs parents. Et donc oui, effectivement, dire les mères laissent pas les pères prendre en charge les enfants, c'est peut-être l'expérience vécue des pères qui à un moment ont fait un truc et puis qui l'ont pas fait de la manière dont la mère aurait voulu que ce soit fait, ou qui font une erreur, comme vous l'avez dit. Et donc là, la mère intervient, ils se disent ok, en fait elle me laisse pas, de toute façon je fais toujours mal. Exactement, et donc vaut mieux se désengager de ce truc-là, ou des choses comme ça. Donc peut-être ça peut être leur expérience vécue, mais en même temps, oui, il faut complètement prendre en compte pourquoi, dans quel contexte les mères sont amenées à agir comme ça. Et il me semble que c'est quand même dans un contexte où on fait peser beaucoup de choses sur les parents et en pratique sur les mères, en fait. Il y a aussi tous ces pères qui disent que c'est pas leur truc. Genre, ça, j'ai entendu beaucoup d'histoires comme ça aussi. Oui, d'accord, elle est invitée à un anniversaire, il fallait acheter un cadeau, mais franchement, ça, c'est pas mon truc. Occupe-toi. Enfin, en fait, une situation où les pères déclarent qu'ils aimeraient bien plus s'occuper des enfants, mais concrètement, tout ce qu'ils pourraient faire pour plus s'impliquer, ça les intéresse pas vraiment, en fait. Oui, contrairement aux mères pour qui c'est une passion de choisir les cadeaux pour la petite copine de CM2. On dit souvent, les pères, on dit encore une fois, d'un point de vue politique ou médiatique, oui, voilà, les pères ne demanderaient qu'à en faire plus, mais ils ne le peuvent pas. Peut-être, et peut-être que c'est le vécu d'un certain nombre d'entre eux, mais peut-être pas aussi, ou en tout cas, peut-être qu'ils se rendent pas forcément compte de ce que ça représente en termes de choix, quotidiens, et que font plein de femmes qui passent à temps partiel, qui peut-être vont se diriger vers des carrières ou vers des postes moins prestigieux, avec moins de responsabilités, etc. Enfin, je veux dire, il est possible que dans ce discours, j'aimerais bien en faire plus, mais finalement, c'est une manière de concilier le fait que, oui, ils aimeraient bien être plus proches de leurs enfants. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui aimeraient bien être plus proches, passer plus de temps avec leurs enfants, mais qui sont pas prêts à en payer le prix. Et donc, finalement, c'est une manière de s'en sortir, de dire, mais finalement, les trucs que je pourrais faire, c'est pas mon truc. Ou de pas voir concrètement ce qu'ils pourraient faire. Oui, bien sûr. Et moins on est impliqué, moins on est susceptible de voir ce que ça peut apporter. Et je mentionnais un petit peu tout à l'heure les pères en congé parental qui m'expliquent que que ce congé, ou les pères au foyer, qui sont occupés de leurs enfants, qui m'expliquent que cette période, ça leur a permis de renforcer leur lien avec l'enfant. Enfin, visiblement, d'après les pères qui sont passés par là, en tout cas une partie des pères tire énormément de bénéfices sur le plan individuel, personnel, affectif, du fait de s'occuper davantage des enfants. Voilà. Parce que il me semble, et en tout cas c'est eux qui le disent, et je pense qu'ils ont raison, il y a vraiment des choses dans la relation parentale qui ne peuvent se créer que dans le quotidien, en fait. Quand vous êtes responsable de l'enfant et que c'est vous qui devez vous en occuper, et vous en occuper pendant une plage horaire étendue, et vous devez vous en occuper sans qu'il y ait quelqu'un d'autre qui puisse prendre le relais. Parce que c'est aussi l'un des enjeux. Souvent, on l'a dit tout à l'heure, quand les pères passent du temps avec les enfants, souvent ils sont en compagnie de leur conjointe, de la mère des enfants. Et donc du coup, ils sont pas dans cette position d'autonomie et de responsabilité, et donc du coup ils sont toujours susceptibles d'avoir quelqu'un qui peut faire à leur place ou qui intervient avant qu'ils n'interviennent, etc. Ce qui n'est pas le cas des pères en congé parental ou au foyer. Et ils me disent que finalement, le fait d'avoir passé tout ce temps et aussi de pourvoir aux besoins de l'enfant, ça paraît hyper bête dit comme ça, mais en fait, être dans une situation de pourvoyeur de soins, ça crée aussi des liens qu'on ne crée pas complètement par ailleurs. Enfin, il y a quelque chose, me semble-t-il, et il semble aux pères que j'ai rencontrés, dans le lien de care finalement. Donc de soins. De soins, tout à fait. Enfants. De soins aux enfants, qui crée de l'affect et qui est énormément bénéfique. En tout cas pour les pères, et on peut l'imaginer pour les enfants aussi. Bon, en fait, c'est vraiment une thèse qui est une preuve qu'il faut absolument un congé
paternité ou un congé pour le second parent qui soit obligatoire et étendu, quoi. Ça dépend des objectifs qu'on a. Si on a comme objectif l'égalité homme-femme, il me semble que c'est un objectif qui est souvent mis en avant politiquement, oui, complètement. Oui, un congé paternité qui soit long, ou en tout cas plus long qu'il ne l'est actuellement, bien rémunéré, absolument, et qui soit, si possible, distinct de celui de la mère. Parce que si le congé paternité aujourd'hui, donc les 11 jours plus 3, les pères que je rencontre, qui s'est pris ou non un congé parental après, m'expliquent souvent, en général, quand je leur demande le congé paternité, comment ça s'est passé, ils me disent, c'était important pour aider la mère. Et donc, du fait que c'est un congé très court, qui est pris généralement dans les suites de couches, les pères se disent, oui, voilà, ma conjointe est fatiguée de l'accouchement, et donc il faut l'aider. Et c'est sans doute vrai, hein, je dis pas, évidemment, elle a besoin, mais en tout cas, sur cette période-là, ils se disent pas, c'est le moment où je vais devenir père, où je vais être un parent autonome, je vais être un parent qui va s'occuper de son enfant. C'est plutôt genre, la mère est fatiguée, il faut l'aider, il faut la seconder, et donc dans leur discours, hein, dès le début, finalement, ils se posent comme un peu comme un parent secondaire, un parent aidant. Et donc, d'où l'importance, si on veut, des pères qui soient capables d'être indépendants avec leurs enfants, autonomes, et qui développent aussi tous les liens affectifs qu'ils peuvent avoir, que beaucoup, visiblement, ont envie de développer avec leurs enfants. Oui, un congé paternité long, bien rémunéré, indépendant du congé mater, paraît indispensable. Et obligatoire. Et obligatoire, oui, parce que pour éviter les risques de censure / d'autocensure. Si c'est obligatoire, il n'y a même pas de discussion possible. Exactement. Vous avez un enfant, vous avez un congé. Oui, et puis ça permet aussi de bien poser le fait que s'occuper d'un enfant en bas âge, en tout cas dans la manière dont on s'occupe les enfants en bas âge aujourd'hui, à savoir aussi pour les très jeunes enfants, ça repose exclusivement sur 2 personnes, en fait, le père et la mère. Par opposition, on pourrait imaginer d'autres modèles où finalement il y aurait plus de communautés, par exemple. Bon, dans ce cadre-là, donc, où le travail parental sur les jeunes enfants est perçu comme quelque chose de très important, énorme et qui demande énormément de disponibilité, qui pèse sur 2 personnes, oui, c'est une responsabilité importante et c'est une responsabilité qui, vu la manière dont c'est conçu, vu cette culture, peut pas reposer sur une seule personne. Enfin, sinon, c'est la dépression postpartum, c'est le burn-out maternel. Donc oui, l'intérêt d'un congé parental obligatoire. Ok, très bien. Pour terminer, j'ai 2 questions. La première, c'est: qu'est-ce que ça a changé dans votre vie à vous de réfléchir à la paternité pendant 10 ans ? Comment ça a changé votre regard ? Comment ça a changé vos conceptions ? Comment ça a changé la façon dont vous imaginez des utopies possibles ou des mondes possibles de transformation de la paternité comme féministe ? Alors je dirais qu'il y a eu un peu 3 temps. Puisque mon regard, sur 10 ans, c'est assez long, et donc du coup j'ai un peu évolué. Au début, donc quand je me suis lancée dans mon master d'études de genre, j'ai commencé à avoir un regard très critique sur les hommes en général, donc la paternité. Et donc mon mémoire de master, c'est beaucoup ça, genre oui, ils disent qu'ils sont au foyer, mais quand même, si on regarde, ils en font moins que les mères. Et donc j'avais vraiment cet étalon maternel, genre de dire les pères au foyer, c'est entre guillemets moins bien, parce qu'ils en font pas autant que les mères au foyer. Et puis en progressant donc avec ma thèse, et notamment par l'influence d'une ethnologue qui s'appelle Danielle Boyer, qui est chercheuse à la CAF, Caisse nationale des associations familiales, et qui a travaillé sur les pères en congé parental aussi. Elle a commencé à me dire, oui, mais quand même, vous avez une vision très critique, et elle avait tout à fait raison. Et donc, maintenant, donc dans ce second temps, j'ai une vision un peu plus empathique, une approche plus compréhensive en fait. C'est-à-dire que oui, peut-être que par exemple les pères en font moins, mais de leur point de vue, finalement, c'est suffisant en fait. Il y a tout quelque chose que j'ai trouvé hyper intéressant dans ma thèse, de dire tous les pères, qu'ils aient pris un congé parental ou pas, disent que c'est important d'être présent pour les enfants. Mais finalement, en fonction de leur activité professionnelle, de la manière dont ils représentent le rôle de père, les attentes de leur conjointe aussi vis-à-vis d'eux-mêmes en tant que père, etc. Vis-à-vis de la façon dont ils ont été élevés, bien sûr. Bref, vis-à-vis d'un ensemble de facteurs qui déterminent ce qu'ils considèrent comme ce que doit être un bon père selon eux dans leur situation. Finalement, être présent, ça pouvait aller pour les pères les plus traditionnels à je fais un repas en tête-à-tête avec mon enfant le jour de son anniversaire. C'était des pères de famille nombreuses qui avaient entre 4 et 6 enfants. Et donc pour eux, le moment d'être présent, c'était pour l'anniversaire de chaque enfant, ils ont un resto en tête-à-tête avec lui. C'était ça la présence. À des pères qui, par exemple, je pense à un père qui, suite à une dépression, a décidé de changer de carrière professionnelle aussi pour pouvoir être plus présent pour les enfants. Et du coup, il a 2 enfants et depuis qu'il a changé d'emploi, il va récupérer son aîné à la sortie de l'école. Et donc, du coup, il a, je sais plus, un quart d'heure entre l'école et la maison où son gamin, il saute dans les flaques, il marche sur les murets et tout. Et vraiment, pour lui, pour cette enquête-là, Robert, être présent, c'était passer ces 15 minutes tous les jours, en tout cas tous les jours de semaine, avec son fils et avoir un peu ce moment de privilégié, de complicité, quoi.
Donc, deuxième moment, voilà, essayer de me dire, voilà, pour moi, dans ma tête, en tant que féministe, oui, évidemment, les pères, ils devraient faire comme les mères. Mais en fait, c'est, voilà, être plus, enfin, c'est pas indulgence, mais en tout cas me dire, de leur point de vue, en fait, être père, ça peut signifier différentes choses, et l'important, c'est que les deux membres du couple soient d'accord. Et un peu le troisième mouvement qui correspond à ce dont on vient de parler, à savoir que les pères en congé parental apprennent des choses, c'est aussi voir que la manière dont sont les pères à un moment T, ça dépend aussi des opportunités, soit qu'ils ont prises, soit qu'on leur a laissées, etc. Toujours l'influence des structures et des comportements individuels. Donc on leur a laissé de la culture d'entreprise dans laquelle ils sont, oui. De la société, des politiques publiques qui sont mises en œuvre ou pas, c'est-à-dire dans quelles conditions est-ce qu'on peut exercer sa parentalité, en fait? Exactement. Oui, et aussi les actions individuelles, à savoir, est-ce que eux ont, par exemple, j'ai plein de pères en congé parental, j'ai un certain nombre de pères qui sont reconvertis pour exercer une activité en indépendant, justement parce qu'ils avaient l'impression de ne pas pouvoir être suffisamment présents pour leurs enfants dans leur carrière salariée précédente, et donc du coup qui ont fait ce choix de changer de type d'activité pour avoir plus de temps pour pouvoir continuer à être présents auprès de leurs enfants. Bref, donc. Au croisement de tout ça, voilà, le fait que finalement, les pères peuvent apprendre si on les met en situation d'eux. Et donc voir aussi, voilà, l'exercice de la paternité à un moment T comme le résultat de la trajectoire paternelle de ce père, dans lequel interviennent plein de choses, de la manière dont lui-même a été élevé à la culture d'entreprise, on va dire. Et voilà, et peut-être se dire que l'un des trucs sur lesquels il faudrait agir, comme d'habitude, c'est d'agir évidemment sur les structures pour permettre à ces pères d'apprendre à être pères de manière autonome par le congé paternité, mais peut-être aussi par d'autres dispositifs. Ok. Et la question que je vais vous poser pour terminer, c'est l'œuvre d'art que vous souhaitez recommander aux auditorices, si possible en lien avec la paternité. Est-ce que je peux en faire 2 ? Vous pouvez en faire 2. Alors, ma première recommandation, elle est un peu étonnamment spécifique, mais c'est parce que, sachant que vous alliez me poser cette question, j'ai commencé à y réfléchir et j'avais des critères, à savoir que je voulais pas une représentation de la paternité dans la fiction d'un homme qui soit un père absent, voilà, genre les plaintes d'un adolescent ou d'une adolescente de papa est pas là, ou ni un père réinventé, c'est-à-dire un père qui, dans le cadre soit d'une séparation conjugale, soit d'une disparition de la mère, soit en situation de redevenir père, et en général avec un enfant adolescent ou en tout cas en âge de parler. Donc voilà, moi je voulais vraiment, par rapport à ce dont on a parlé, à savoir voilà, ce qu'on apprend quand on s'occupe des nourrissons, je voulais un homme qui s'occupe d'un nourrisson en l'absence de sa conjointe. Et en réfléchissant, bizarrement, j'en ai pas trouvé tellement, quoi. En tout cas, où juste il y a cette gratuité de, voilà, c'est un homme, il se trouve qu'il a un enfant en bas âge et il va s'en occuper, en fait. Et donc, par chance, je suis tombée sur l'épisode 6 de la saison 5 de Lucifer. Donc, c'est vraiment très spécifique. C'est un épisode où un personnage, donc un homme, Ahmed Adiel, et donc il a un enfant en bas âge et classique, et je peux comprendre concernant les nourrissons, son enfant n'arrête pas de pleurer. C'est un premier enfant pour la mère de l'enfant aussi, donc elle a pas forcément plus de billes sur comment on fait pour qu'un enfant qui pleure toute la journée arrête de pleurer. Et donc, elle doit retourner au travail. Lui, il n'a pas de travail parce que c'est un ange, donc visiblement, oui. Et il va demander conseil à un autre homme, en fait, qui est déjà père d'un enfant plus âgé et qui va être là pour lui donner les billes. Et donc, je trouvais ça hyper intéressant, ces deux éléments. Un homme qui s'occupe d'un enfant en bas âge, mais pas parce que la mère a disparu ou je sais pas quoi, mais parce que il est père, c'est le deuxième parent et donc il est autant responsable de cet enfant au quotidien que l'est la mère. Et deuxièmement, une transmission finalement des connaissances qui passent par un cercle masculin. Et il appelle pas sa mère, en fait. Il appelle pas sa mère à lui. Il appelle un pote. Je me dis aussi que le futur, c'est peut-être des hommes entre eux qui parlent des enfants, en fait. Mais complètement, un des obstacles, c'est vrai qu'on n'a pas forcément développé là-dessus, et c'est ce que me disent certains pères que j'ai rencontrés, c'est qu'il n'y a pas de culture de la paternité qui circule entre hommes, en fait. La parentalité, c'est tellement associé aux mères et à la féminité, etc., que vous allez avoir plein de réseaux de connaissances, que ce soit informels ou plus formels, où il va y avoir la transmission de femme à femme, ou éventuellement d'experts homme ou femme à femme, mais vous allez avoir très 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 peu de réseaux d'échanges d'homme à homme, ou en tout cas voilà, qui vont s'adresser spécifiquement aux hommes sur la parentalité. Or, la parentalité, ça s'apprend aussi de manière formelle ou informelle. Et donc, c'est pour ça que je trouvais ça hyper important qu'il n'appelle pas sa mère, mais qu'il appelle son pote, quoi. La deuxième recommandation ? Oui, beaucoup plus rapidement. C'est pas tout à fait une fiction, c'est le témoignage de Tristan Champion, qui est un homme qui a suivi sa conjointe norvégienne en Norvège et donc du coup qui a pris 5 mois de congé paternité, alors que lui, il avait pas du tout envie de prendre ce congé, il voyait pas trop l'intérêt. Et a priori, son expérience est assez proche de celle que j'ai tenté de synthétiser à partir des pères que j'ai rencontrés qui étaient au foyer ou en congé parental.
Merci beaucoup à Myriam Château pour tout son travail et pour tous les documents qu'elle m'a envoyés qui m'ont été très très utiles pour préparer cette série d'entretiens sur la paternité. Les couilles sur la table, c'est un podcast de Binge Audio, dont vous trouverez sur le site internet de Binge, binge.audio, toutes les références qu'on a citées pendant cet épisode. À la prise de son, c'était Quentin Bresson, à la réalisation Solène Moulin, à la production Camille Regache et à l'édition Naomi Titi. Comme d'habitude, je suis très curieuse d'avoir vos retours que je lis un par un, que vous les fassiez sur les réseaux sociaux, en public, donc en utilisant les comptes de l'émission, @les couilles sur la table sur Twitter ou sur Instagram ou sur Facebook, ou que vous m'écriviez sur la boîte mail de l'émission, c'est lescouillessurlatable@binge.audio. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.